j'ai co-dirigé les cahiers de lexicologie. J'ai été aussi directeur d'un laboratoire à Cergy, relié au CNRS, sur le dictionnaire. Et puis, donc, depuis 2012, je dirige les études de linguistique appliquée. Alors, peut-être que ça mérite quand même un historique. Rappeler que c'est dans une certaine filiation, puisque les études de linguistique appliquée ont été fondées en 1961 par Bernard Quémada, qui, rappelons-le, était une sorte de pionnier en lexicologie, en linguistique, sachant faire finalement le lien entre une linguistique qui était en train de devenir très moderne, et de l'autre côté la philologie, qui gardait sa tradition, et il a eu l'idée, à côté des cahiers de lexicologie qui existaient déjà depuis une dizaine d'années, de fonder donc les études de linguistique appliquée qu'il a confiées à Robert Galisson, qui était un grand professeur à la Sorbonne, et notamment dans tout ce qui concernait l'enseignement du vocabulaire, son aspect didactique. Alors, il se trouve que bon, j'ai rejoint l'université de Cergy en 1993 comme maître de conférence puis professeur, avec ces journées des dictionnaires que j'évoquais. Et en 1999, je co-dirigeais avec Bernard Quémada une collection chez Honoré Champion, pendant que était créé ce laboratoire. Et en définitive, je me suis retrouvé en 2009 directeur éditorial de toutes les éditions Honoré Champion. Si j'énonce ça, c'est parce que ça me met souvent au carrefour, au croisement d'énormément de gens, et que ça facilitait, bien entendu, les liens à créer dans la filiation de Bernard Quémada, la possibilité d'aider, puisque je crois que c'est le principe même de ces revues, d'aider les chercheurs, notamment les jeunes chercheurs, souvent évidemment épaulés par des chercheurs plus aguerris, ou en tout cas un âge plus avancé. Alors, il se trouve qu'en 2010, donc, j'étais dans le comité de direction donc, des études de linguistique appliquée. Je n'avais rien demandé d'ailleurs, on est venu me solliciter. Et en 2012, Robert Galisson, prenant sa retraite, a abandonné la direction des études de linguistique appliquée et on me l'a proposé. Alors, je l'ai accepté, et c'est maintenant que commence un peu la philosophie de cette revue, qui est la mienne, je dois l'avouer, elle est assez centrée sur ma manière de travailler. Je l'ai accepté en me disant, bon, il faut que je trouve une équipe. Finalement, je n'ai pas vraiment d'équipe. J'ai autour de moi, bien entendu, des gens qui sont d'ailleurs dans, à chaque fois ici, la deuxième de couverture. Et il s'agit de rédacteurs associés comme Sabine Albert, Olivier Bertrand, Lisette Diaz-Martinez, Valerio Emanuele. Mais à vrai dire, sans être du tout le directeur au sens peut-être autocratique, les choses passent dans 98% des cas par moi-même et selon une méthode de travail que j'ai tout à fait envie de garder. Le jour où elle ne fonctionnera plus, j'arrêterai, quelqu'un prendra la suite. Ma méthode de travail n'est pas compliquée. Elle repose sur aucune ambition personnelle, puisque ma carrière est depuis un certain temps achevée, et je crois sans pouvoir d'ailleurs poursuivre au-delà. Donc j'ai été comblé par l'université, et mon seul rêve est de poursuivre pour aider les jeunes, d'où qu'ils viennent, de quelques pays qu'ils viennent, à condition évidemment que ce soit de la linguistique. Et ça consiste en deux choses. D'abord, eh bien, diriger cette revue à titre gratuit. On vient de parler d'argent, j'ai à peu près compris. Le jour où il faudrait que les gens qui publient dans ma revue paient, j'arrêterai tout. C'est-à-dire que pour moi, je travaille gratuitement, beaucoup d'heures sur les études de linguistique appliquée. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et si je dois faire payer les autres, ça ne m'intéresse plus. Donc, si vous voulez, c'est une question finalement peut-être de génération. Ça a toujours été une fonction généreuse. Je ne me sens pas du tout sur le modèle américain ou peut-être même anglais, si j'ai bien compris, qui consiste à valoriser le travail par l'argent donné par un laboratoire. Non, je ne suis pas du tout dans cette perspective. En tout cas, elle ne me convient pas. Alors, la façon dont les numéros sont
accepté ou en tout cas ouvert, elle est assez simple. En étant directeur éditorial de la maison Le Vrai Champion, je suis en contact avec plusieurs directeurs de collections linguistiques, en étant invité par l'âge aidant à beaucoup de colloques, en ayant un grand nombre de relations qui ont été créées autour de la journée des dictionnaires, mais aussi au cours de différentes autres manifestations. Tantôt, c'est moi qui contacte quelqu'un parce que je découvre une personnalité scientifique qui peut être jeune ou moins jeune, que je connais ou que je ne connais pas, et qui est en train de faire quelque chose de remarquable et qui peut se prêter à un numéro. Et à ce moment-là, je le sollicite, je lui demande s'il a envie de diriger un numéro. Soit alors, ça a été le cas, je crois, pour Grégory ou pour d'autres, on me sollicite et j'accepte parce que je regarde et je vois bien, si vous voulez, que c'est de grande qualité. Je pars aussi du principe que notre université française, mais les autres aussi, mais évidemment je connais mieux l'université française, quand vous êtes maître de conférence, habilité ou non, habilité évidemment avec un cran de plus, et que vous êtes professeur des universités et spécialisé dans un domaine où tout le monde vous reconnaît une compétence, je ne vois pas où j'irai encore radiographier la personne pour lui dire non, c'est peut-être pas ce qu'on veut, etc. Si le thème proposé me plaît, c'est-à-dire correspond à la linguistique appliquée, peut-être parfois en poussant un peu le concept d'appliquer, mais j'accepte. Et après, je confie en pleine confiance, j'en ai d'ailleurs témoin, eh bien, ce directeur, cette directrice, cette équipe, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être, enfin, peu importe, trois au maximum quand même. Et à partir de là, ces personnes qui sont spécialistes dans le domaine vont contacter des étudiants, parfois doctorants, parfois des collègues déjà de grande expérience, en fonction évidemment d'un numéro à rendre relativement homogène. Alors, quel est mon travail en définitive? C'est de proposer à beaucoup de gens d'accepter beaucoup de projets et après de dire, je n'ai pas de planning, ça peut paraître curieux, mais j'ai de l'avance. C'est ça, si vous voulez, peut-être le secret. Et de leur dire, écoutez, allez-y, faites le numéro, quand il est prêt, vous me le remettrez. Et ce numéro, la seule contrainte, évidemment, et qui parfois, c'est le cas de l'avant-dernier numéro, parfois est un peu bousculé, la seule contrainte, c'est que ça tienne dans les 128 pages de ce type de revue, des pages qui sont quand même assez confortables, disons, dans l'information qu'on peut y apporter, et que j'ai la place, si possible, de faire 2 pages quand même d'avant-propos. Le directeur, la directrice du numéro fait une introduction où elle présente ses collègues. Après, les numéros, les articles se suivent avec une bibliographie propre à chaque article, avec un petit résumé en français avant donc, le début de l'article. Et puis à la fin, j'y tiens beaucoup. Ça a été peut-être ma contribution quand je suis arrivé dans cette direction de revue, une sorte de bibliographie en quelques lignes, une dizaine de lignes, pour que quiconque participe au numéro, qu'il s'agisse d'ailleurs de compte rendu ou qu'il s'agisse d'articles, eh bien, soit connu et puisse être répertorié. C'est important, pas tant pour des gens comme ceux que je vois ici, qui sont connus de tous et qui sont déjà bien installés dans le système universitaire, dans la reconnaissance, mais plutôt pour les jeunes qui, en train de finir leur doctorat ou commençant tout juste la carrière, ont besoin d'être reconnus et d'être éventuellement même contactés pour d'autres travaux, puisque parfois c'est un article précis, mais la spécialité de celle qui a fait l'article est un peu différente, ce qui est logique. Voilà à peu près comment s'organise la chose. J'ai des variables d'ajustement, je vais dire aussi les défauts, hein, je vois très bien mes défauts, en tout cas les défauts de la revue, bien entendu. Ma variable d'ajustement, c'est de faire sauter ma préface quand vraiment il n'y a plus de place. Bon, je la fais sauter. Surtout que ma préface n'est pas essentielle, mais elle est un peu une sorte de plaidoyer pro-lexico, si je puis dire, qui consiste à ne surtout pas empiéter
sur le travail du spécialiste, des spécialistes qui ont écrit, rédigé l'ouvrage, mais parfois à éclairer l'origine du monde. Là, je viens d'avoir un double numéro, dirigé, enfin piloté par une famille notamment. Bon, c'est sur donc la reformulation. Donc, j'ai consacré 2 pages, 3, je crois même, à rappeler d'où venait le mot forme, former, formuler, formulation et reformulation. Et donc, raconter cette histoire qui est un peu diachronique et qui permet d'introduire en apportant une sorte de fait éclairage, mais surtout en ne touchant pas au travail des spécialistes. Ça, c'est ma première variable d'ajustement. L'autre variable d'ajustement, c'est si vraiment c'est trop court, enfin c'est trop court, s'il reste 10 pages ou 11 pages, puisqu'il s'agit d'utiliser les 128 pages que l'éditeur nous offre, c'est de pouvoir glisser des comptes rendus. Donc là, dans l'avant-dernier numéro, j'ai vérifié qu'il y était bien, John Humbley en compte rendu. Il y avait 30 pages. Donc, ça m'a permis de faire un rattrapage de compte rendu. Et j'ai passé plusieurs nuits et tout le week-end à faire ces comptes rendus parce que parfois, quand on est pris à la gorge, on n'a pas le temps de le confier à quelqu'un en lui disant c'est pour après-demain ou c'est pour dans 5 jours. Donc, je le fais moi-même. Alors, l'autre aspect des choses, c'est que cette revue est donc papier, de qualité. Elle a un titre, alors, qui ne me convient pas totalement, mais je suis très respectueux de Robert Galisson, qui était tout à fait versé en didactique, ce qu'il appelle plutôt la didactologie, enfin, pour mettre un concept plus important. Et lui a toujours souhaité avoir ce sous-titre, Revue de didactologie des langues, cultures et de lexiculturologie. Alors, je n'ai jamais voulu contrarier Robert Galisson de son vivant. Il est décédé il y a 2 ans. Je ne suis pas sûr que ce titre reste parce que, dans le fond, c'est devenu linguistique appliquée au sens plus large. On n'est pas tout le temps dans la didactique, dans la didactologie, qui peut-être a un côté enfermant. Bon, donc, enfin, alors, je l'ai ouvert. Il est possible que j'enlève ce sous-titre et que je le change. Je ne l'ai pas fait tant qu'ils sont parmi nous. Autre point, la revue papier, c'est 4 numéros par an. Alors, c'est beaucoup. Parfois, c'est angoissant. Parce qu'on arrive au mois de juin, je dois en recevoir 2, je ne les ai toujours pas. Ils arrivent au dernier moment et je suis un peu angoissé. J'ai toujours un truc de côté que je pourrais faire, qui me demanderait 15 jours, mais ça arrive quand même. Donc, souvent, sur le fil, on arrive à faire ces 4 numéros. Ils sont donc imprimés de belle façon. Je trouve que c'est une assez jolie facture. Et ils sont ensuite sur Kern. Là, je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai de bons échos. Et je vois que l'éditeur, donc, qui évidemment me fait faire tout ça gratuitement, mais c'est dans l'affiliation de Canada et de Galisson, l'éditeur est attentif. Il y a 3-4 ans, il était même très inquiet parce qu'il n'y avait pas ces numéros. Bon, alors, enfin, il avait peur qu'on n'ait pas les 4 numéros dans l'année. Eux-mêmes sont d'ailleurs soumis, je crois, à une série de contraintes qui font qu'ils doivent présenter pour avoir sûrement des subventions, enfin, je ne sais trop. Et là, bon, je suis assez rassuré, j'ai peut-être 5 ou 6 numéros à venir. Pour vous donner, par exemple, la manière dont je procède, qui est sans doute critiquable, on me contacte pour un numéro qui est à faire de toutes pièces. Je dis oui parce que je trouve que le sujet est bon et qu'il s'agisse de mes 2 voisins, ils ont largement la compétence pour diriger le numéro. Donc je dis oui, après je donne les contraintes éditoriales et puis voilà. Inversement, je suis allé il n'y a pas longtemps à un colloque organisé sur une sorte de métalexicographie concernant la médecine, qui était organisé par Nathalie Rousseau, qui est professeure de conférence en grec. Et il y a eu, j'étais président de séance, et il y a eu dans toute la présentation une jeune femme, je ne sais pas son âge, mais à mon avis à moins de 30 ans, et qui a donc fait une conférence remarquable sur des aspects numériques qui me dépassent complètement. J'ai suivi, mais je suis bien incapable de faire un résumé, mais j'ai très vite compris que c'était de haut niveau
n'a pas besoin, si vous voulez, de tout vérifier et de connaître tous les sujets pour se rendre compte de cela. Et je lui ai confié un numéro. Et donc, elle va faire un numéro avec d'autres collègues versés dans l'informatique et la numérisation qui devraient pouvoir rendre des services, puisque la dernière fois qu'on a parlé de numérisation dans notre revue, c'était il y a 7 ou 8 ans. Donc, évidemment, les choses évoluent. Et c'est bien que ce soit quelqu'un autour de 30, entre 25 et 30 ans qui prenne cela en charge. Donc, elle m'a demandé toutes les contraintes. Elle pense me proposer en 2024, enfin l'avoir fini en 2023. Et en voilà un qui sera pour 2024. Ça sera peut-être 2025. Mais j'espère que ce sera 2024. Et donc, il y en a d'autres qui vont venir et qui sont programmés, mais je ne peux pas vous dire quand. Je suis incapable de vous dire si on va me le remettre en janvier, en mars, en mai. Jusqu'ici, j'ai la chance que ça arrive à peu près au bon moment. Et donc, pour le moment, on tient ce cap des 4 numéros par an. Alors, la critique que je me ferai, mais je ne vais pas me corriger, je n'ai pas le temps. Parce que si vous voulez, je publie beaucoup, j'ai fait 4 livres cette année, donc pas des moindres, enfin en quantité, j'entends, en qualité, j'en sais rien. La politesse au fil des mots chez Talandier, pour le Figaro, les sans faute de français qui agacent. J'ai piloté le Becherel de la chronologie de l'histoire française, j'ai fait, bon, c'est l'année évidemment, Marcel Proust, dans les dictionnaires. Donc, je n'arrête pas. Et n'arrêtant pas, je n'ai pas tellement de temps de changer ma méthode de travail. Ça ne m'empêche pas de voir mes lacunes. La lacune, c'est varia. Je n'ai pas de varia. C'est-à-dire que je n'ai pas. Il faudrait que j'imagine un numéro avec des jeunes aussi qui proposent un numéro. Tous les numéros sont thématiques. Donc, ici, c'est le discours préfaciel du dictionnaire unilingue. C'était un hommage à Bernard Quémador. Là, ça fait derrière, c'était la linguistique appliquée était une discipline de combat. Prosodie, fonction, interface et diversité des langues. Des politiques linguistiques dans l'enseignement. Perspective d'intervention en linguistique appliquée, quelle réponse face aux besoins sociétaux, dictionnaire et culture numérique dans l'espace francophone, recherche en action dans le FLE en Chine, par exemple. Français langue étrangère en Chine, j'ai rencontré l'équivalent en gros de quelqu'un qui veut mettre de conférence. J'ai trouvé remarquable sa conférence et je lui ai dit, mais il faut faire quelque chose sur la Chine. Alors, je propose, je suggère, je donne tout ce qu'il faut, puis après j'attends. Parfois, ça ne vient pas. Et quand ça arrive, alors je suis ravi, je me dis, tiens, voilà, quelqu'un qui a lu sa promesse. Les corpus oraux et leur didactisation. Donc voilà, alors il manquerait un numéro de varia ou une place pour les varia. Par exemple, là, j'avais 30 pages à finir, mais bon, il y avait des comptes rendus à faire aussi, donc je fais les comptes rendus. J'aurais pu glisser, ça m'est arrivé de temps en temps, de mettre un article qu'on m'a envoyé. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit l'essentiel. En tout cas, je le fais avec un immense plaisir.